la classe dirigeante sait ce que voulait la Gen Z, et la Gen Z doit maintenir une pression sur cette classe dirigeante. C'est ça qui est en train de se jouer actuellement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Gen Z a réagi aux nominations du gouvernement et du Premier ministre. C'est pour ça qu'elle dit, elle propose aussi des idées, parce que là, actuellement, quand même, c'est la loi de finances qui est en jeu, et notamment les budgets qui vont être alloués. Et ce qui est aussi intéressant dans cette Gen Z, c'est qu'il y a une alliance avec les syndicats, avec les groupements d'entreprises. Donc on voit qu'à Madagascar, c'est ça qui est en train de se construire là. Et donc il ne faut pas se polariser uniquement sur la classe dirigeante, parce qu'on sait très bien que sinon ça va produire les mêmes effets qu'on dénonçait il y a encore auparavant, il y a quelques mois encore avec le président Ondrej. Sans transition, comme on l'a dit, on va parler de Madagascar. Madagascar, un nouveau gouvernement a été formé fin octobre, 2 semaines après la chute de l'ancien régime et la prise du pouvoir d'État par une équipe dirigée par le colonel Michael, vous allez m'aider à dire le nom, Randrianirina. Voilà. Merci beaucoup. Ce dernier a ordonné à ses ministres de réaliser en 2 mois le programme dit de la refondation, faute de quoi, dit-il, ils seront remplacés. Alors je me tourne vers vous, mon cher Grégory. Alors, dans ce nouveau gouvernement, 29 ministres, c'est ça? On trouve des visages jusque-là inconnus du public, mais aussi des classiques de paysages politiques, de la scène politique malgache. Ce qui veut dire à certains malgaches qu'on prend les mêmes et on recommence. Qu'est-ce qu'il faut penser rapidement de ce gouvernement ? C'est un peu, on l'avait déjà dit ici sur le plateau, hein, dès lors que on était sur une remise en question d'un système, et le fusible, ça a été le président Ondrej, premier responsable de la situation à Madagascar. Mais la classe politique, c'est toujours la même, donc forcément on est obligé de composer avec, et du coup il n'y a pas véritablement de surprise dans la nomination de ce gouvernement. Moi, ce que j'ai envie d'observer dans ce qui est en train de se passer, c'est plusieurs choses. La première, je suis très surpris du positionnement de la communauté internationale. Tout le monde a plus ou moins avalisé l'arrivée de ce nouveau pouvoir. Il n'y a pas de contestation. On voit que les aides internationales vont reprendre et vont travailler avec les autorités malgaches. C'est une bonne chose hein, pour la population, mais on peut être surpris en tout cas du positionnement quand on pense par exemple à 2009 ou ce qui s'est passé avec justement Ondrej quand il y avait eu ce coup d'État. Ça, c'est la première chose. Il faudra observer surtout, parce que, en fait, on est très attiré par Michael Randrianirina, mais derrière, c'est en train de se jouer, on voit bien, Makravalman, il est déjà en train de se préparer, il s'est retiré d'une plateforme qui était une plateforme d'opposition, où figurait notamment Siten, qui est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. Donc on voit bien que les gens sont déjà en train de se préparer pour l'après. Donc il y a un risque de recycler des dinosaures, comme disent... Oui, bien sûr. C'est pour ça que de toute façon, là, ce qui va se passer clairement, c'est qu'on va voir comment va se comporter le gouvernement, et c'est pour ça qu'il nous donne des échéances en disant, je donne 2 mois... C'est pas en 2 mois qu'on déploie toutes ces capacités. Oui. Le minimum, c'est 90 jours. Non, mais les militaires... Hein, oui. Les militaires, c'est quand même un problème. Comment tu peux donner 2 mois à un gouvernement pour faire des miracles par rapport à... Oui, bien sûr. Vous voulez dire que c'est une junte qui est au pouvoir à Madagascar aujourd'hui? Bah écoutez... mais dites-le, Alfred. Oui, c'est un colonel qui est le président de Madagascar. Donc la junte est au pouvoir. Et c'est pas sûr qu'il va céder le pouvoir. moi, je pense, quand j'y vois les 2 mois, je vois pas forcément, bien évidemment, quelque chose de constructif en termes politiques. Je vois plus en termes de posture. On l'a dit ici à Panel Hebdo, le problème de corruption, c'est le gros problème à Madagascar. Donc on va voir comment vont se comporter ces dirigeants face à ça, parce qu'il va y avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, des aides internationales, un certain nombre de choses qui vont être mises en place, notamment sur l'électricité et l'eau. Et on sait ce qui touche à Madagascar, notamment avec la JIRAMA, qui est la société qui gère l'électricité. La question qui est au cœur quand même du débat, Grégory, est-ce que ce pouvoir qui est en place aujourd'hui, qu'on peut considérer donc comme un pouvoir de transition, on est bien d'accord? Exactement. Est-ce que ce pouvoir peut tenir les promesses de la révolte de la génération Z? Est-ce que le régime est en capacité de remplir le cahier des charges de cette révolte? Moi, vous savez, je déplacerai un peu la chose, et je pense que c'est comme ça qu'il faudra agir avec le temps. Là, il faut vraiment que chacun entre dans son rôle.
La classe dirigeante sait ce que voulait la Gen Z, et la Gen Z doit maintenir une pression sur cette classe dirigeante. C'est ça qui est en train de se jouer actuellement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Gen Z a réagi aux nominations du gouvernement et du Premier ministre. C'est pour ça qu'elle dit, elle propose aussi des idées, parce que là, actuellement, quand même, c'est la loi de finances qui est en jeu, et notamment les budgets qui vont être alloués. Et ce qui est aussi intéressant dans cette Gen Z, c'est qu'il y a une alliance avec les syndicats, avec les groupements d'entreprises. Donc on voit qu'à Madagascar, c'est ça qui est en train de se construire là. Et donc il ne faut pas se polariser uniquement sur la classe dirigeante, parce qu'on sait très bien que sinon ça va produire les mêmes effets qu'on dénonçait il y a encore auparavant, il y a quelques mois encore avec le président Ousrahguen. Merci de cette concision, de cette belle synthèse, mon cher Grégory. Un mot, Malik, pour terminer. En fait, moi je pense qu'en Afrique, aujourd'hui, on a tendance à avoir de la confiscation du pouvoir, même le transfert même du pouvoir. Parce que les chefs d'État sont beaucoup plus préoccupés comment faire pour préserver leur pouvoir, leur confort, que de bâtir un avenir meilleur pour le pays, que de travailler pour la population. Et aussi, ils ont dans la même dynamique aussi de barrer la route aux opposants, ce qui a mené en Tanzanie et pareil aussi à Madagascar. Et ces coups d'État aussi, on a l'habitude aussi, sauf le Sénégal a été une exception. Parce qu'au Sénégal, la situation était arrivée à un moment donné où on pensait même que Macky Sall aussi allait subir le même sort que le pays de l'AIS. Mais dans les autres pays, on a tendance à voir, une fois que le peuple se lève pour réclamer quelque chose, l'armée contourne. Ils prennent le pouvoir, le peuple est en quelque sorte est écarté, le pouvoir en place est aussi écarté et l'armée s'installe au pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Donc toujours le peuple est victime de la situation. Il faut vraiment qu'on essaie de faire en sorte que pour qu'on puisse avoir une bonne gouvernance dans nos pays. Et aussi la démocratie, si je parle de la démocratie, je parle du transfert du pouvoir. Si vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez promis au peuple, mais céder le pouvoir à celui qui peut faire quelque chose pour bouger les lignes. Moi je vois ça comme... tant qu'on n'arrive pas à trouver une solution à cela, on va toujours continuer à avoir des successions de coups d'État, tentatives de coups d'État, d'agents qui va diriger un pays et on va continuer toujours dans ce sens-là. Merci beaucoup Malik. Merci d'être venu Malik Konaté. On aura l'occasion de vous réinviter. J'espère que vous reviendrez. Ce sera avec grand plaisir. Merci Gratien Rokinde-Kiza. Merci Grégory Sileni. Merci Alfred Changolo-Koro. Merci à vous. Merci à l'exceptionnelle et très patiente équipe technique. Moustapha Kanté et Romain Clicquot-de-Menck. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.